Bonjour tout le monde. Bienvenue à CRDA. Je m'appelle John. Je suis John Debourg. La gouvernance, sécurité et justice ici à CRDA. Aujourd'hui, nous accueillons un conférencier excellent, Robert Maga, qui arrive de Rio de Janeiro il y a peu. Nous sommes très heureux d'avoir l'occasion de l'entendre pour la deuxième fois aujourd'hui. Mais cette fois-ci, nous allons l'entendre sur Haïti, qui est prioritaire pour le Canada, qui est prioritaire pour l'hémisphère, et comme vous le savez, qui est un dossier dans une région qui nous donne énormément d'exemples dans de nombreux domaines, humanitaires, sécurité, développement. Donc il y a beaucoup de leçons que nous espérons pouvoir tirer des recherches à ces sujets. Avant de le présenter, Robert, permettez-moi de vous dire 2-3 mots au sujet de notre programme Gouvernance, Sécurité et Justice. La CRDA, qui a été établie en fait en avril de cette année. And its objectives, qui a essentiellement pour objectif de faire de la recherche et d'appliquer la recherche, de se fonder sur des preuves, notamment dans le genre de travail que nous faisons. Nous devons créer des solutions novatrices pour nous attaquer aux problèmes de gouvernance, de sécurité et justice. C'est un programme international. Il y a une brochure à l'extérieur, vous pourrez la trouver. Donc ça intéresse les Amériques, mais ça peut s'étendre à toutes les régions du globe. Et la recherche dont nous allons parler aujourd'hui, fondée sur un des projets financés par le CRDI, vient de trouver sa conclusion l'année dernière. Mais les résultats de la recherche vont nous permettre de bâtir un nouveau projet dont Robert va vous parler. C'est un projet d'action humanitaire. Nous allons nous concentrer sur la sécurité à partir de la base, sur les questions de sécurité. Et nous nous intéresserons tout particulièrement à ce qui s'est passé après le tremblement de terre, mais nous verrons aussi le travail qui s'est fait avant le tremblement de terre, afin d'aller chercher des données particulières qui, nous l'espérons, nous permettront d'élaborer les futures politiques. Robert est actuellement professeur en relations internationales à l'Institut de Relations internationales de Rio de Janeiro, à la Pontificia Universitat Católica. Il est également fellow de l'Institut de Graduate Institute en Suisse, et il travaille aussi dans le cadre de notre association, de notre groupe sur le crime cybernétique. Il se penche sur les questions humanitaires, sur les questions de sécurité, sur le développement. Il est multidisciplinaire dans ses études, mais il apporte un point de vue très intéressant qui consiste justement à rassembler toutes ces ressources. Ce qui est très intéressant quand on voit justement que l'aspect financier est au centre de l'action humanitaire. Il voit comment justement intervenir dans les secteurs urbains. Il voit comment la situation évolue du côté de la violence, et c'est un des rares chercheurs à jeter justement la passerelle entre le savoir et l'élaboration des politiques. Il a récemment signé un ouvrage qui va être publié en 2012 sur la fragilité de l'État, également publié chez Routledge, la sécurité après les conflits, la question de la reconstruction. Il est ancien directeur de la recherche dans le domaine de la recherche sur les armes de petit calibre. Il s'est penché sur la question du trafic des armes à feu, et il vient de signer le second rapport sur la violence dans les secteurs urbains, et on voit grâce à ce rapport là où la violence se produit. Il
Et diplômé de l'université, il a obtenu son doctorat à Oxford et il travaille en collaboration avec le CRDI. Robert, je vous cède le micro et j'espère que après 45 minutes d'intervention, nous pourrons poser des questions. Or interest in hearing this presentation in French, we have the proper equipment at the back of the room. Robert, welcome and thank you. Merci infiniment pour l'introduction chaleureuse, John. Et je suis vraiment content d'être ici en Ottawa parce que, j'étais né ici et je vivais quelques années durant mon enfance. But unfortunately, I won't be presenting in French. Malheureusement, je ne pourrai pas faire d'exposé en français, mais je pourrai répondre aux questions en français plus tard. Alors, merci beaucoup encore une fois, John, Marcus, Lorraine, tous ceux qui ont fait en sorte qu'il me soit possible d'intervenir ici et que j'ai beaucoup de plaisir de me retrouver ici à Ottawa durant cette semaine qui touche à sa fin. Alors, parlons maintenant Haïti. Haïti qui est une priorité importante pour le Canada. Et d'ailleurs, 40 autres pays s'intéressent à la question de la mission de stabilisation de l'ONU à Haïti. Et ce n'est pas une préoccupation récente, car même le Canada s'est toujours intéressé plus ou moins fidèlement à Haïti. Il a entretenu des relations bilatérales avec ce pays. Et dans les années 90, nous avons justement redoublé notre assistance et en 2004, on a été intervenu. Après, dans la foulée du tremblement de terre, nous avons été là également. Alors, ce n'est pas facile et ça va certainement pas être facile dans l'avenir, étant donné que le Canada, avec ses gouvernements successifs, a des priorités changeantes. Mais il y a... Je crois que il y a quelque chose comme 9000 ONG qui sont présentes sur le terrain et malgré cet intérêt, cet investissement considérable, il y a apparemment très peu de données quantifiables, solides, qui nous permettraient de faire une recherche scientifique. Alors malgré des dizaines d'années d'investissement, des milliards de dollars, c'est assez étonnant que les relations avec Haïti n'aient pas fait l'objet d'un suivi plus sérieux, qu'on a un manque de données de la part des universitaires, des gouvernements, etc. On lit mal, on fait une mauvaise lecture de la situation sur le terrain et ce manque de données est particulièrement alarmant et surtout quand on songe aux engagements de la communauté internationale, quelques 10 milliards de dollars en mars 2010, et on dirait que ça a de la difficulté à venir, cet argent-là, mais évidemment, il y a d'autres défis. Alors, je vais pas m'en prendre aux élites, et je vais pas non plus représenter mon point de vue, mais je veux simplement réfléchir sur l'ensemble des efforts déployés, notamment, comme John le disait, les projets financés par le CRDI, afin d'injecter un petit peu plus de choses connues, afin de voir ce que donne ce partenariat avec Haïti et surtout pour voir un petit peu ce que nous dit la preuve du point de vue de l'expérience des Haïtiens sur le terrain. On entend en fait, on se rend compte que ceux qui sont directement concernés sont pas souvent entendus dans les débats internationaux. Alors, je représente donc essentiellement ici la position du CRDI, mais également d'un grand nombre de collègues qui sont à l'avant-plan de cette recherche, notamment au Michigan, ici à l'université McMaster à Hamilton, des collègues à l'université Wayne State à Détroit, également énormément d'intellectuels et d'universitaires dans le monde qui ne cessent de rappeler aux gens quelle est la situation. Je suis très impressionné. Alors, évidemment, je travaille aussi avec l'organisme qui faisait des sondages, dont je suis le directeur général, et je porte au moins 3 casquettes ici. Et je dois féliciter Tina Corby, qui n'est pas ici, mais je dois la mentionner.
c'est une des principales responsables de l'étude. Alors depuis 2005, cette équipe, qui est composée de partenaires de diverses universités au Canada, aux États-Unis et ailleurs, a entrepris un sondage à multistrates auprès des foyers sur la sécurité, le bien-être social, les fournisseurs de services, la MINUSTAH et bien d'autres thèmes d'études. Donc 2005, 2009, 2010, ce sont les périodes couvertes et il y en a une que l'on a terminée il y a quelques semaines, une étude de ce genre. Et dans la semaine qui a suivi le tremblement de terre, le 12 janvier dernier, dans les 12 janvier 2010, nous avons envoyé une équipe pour déterminer les tendances en matière de mobilité, mentalité, etc. Vous vous rappelez que à ce moment-là, on jonglait littéralement avec les chiffres, ça venait de partout, et le sondage était destiné à alimenter, alimenter les processus de politique, notamment le processus de formulation politique des Nations Unies, de même que les stratégistes de la Banque mondiale et d'autres ONG. Et nous fournissions les données, nous voulions fournir les données en temps réel, et nous avons aussi publié les résultats pour les grands médias. Et en 2010, ça a été en fait la seule étude aléatoire contrôlée qui a été effectuée dans une telle situation, du moins à ma connaissance. Nous avons constaté plusieurs choses étonnantes. D'abord, c'est venu troubler ce qu'on pensait au sujet d'Haïti, surtout la perception de ce qui se passait à Port-au-Prince. On croyait ce coin qui était complètement rongé par des prédateurs, des bandes, etc. Et ça nous a... il faut regarder un petit peu de façon plus systématique ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qu'on a appris? Eh bien, d'abord, nous avons utilisé ce qu'on appelle l'autopsie verbale. Combien de personnes étaient mortes dans les foyers? On demandait ça aux gens. On a extrait, après ça, on avait des séries de sous-questions, quand étaient les causes des décès, etc. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait à peu près 158 000 personnes qui sont mortes dans les 3 mois qui ont suivi, c'est-à-dire à peu près 80 000 que ce qu'on pensait en général, 80 000 de moins que ce qu'on pensait. Alors, on pourrait savoir d'où viennent justement les 230 000 les évaluations. Et on va parler également de l'aspect sécurité. Et nous, on était les marines se débarquaient en hélicoptère autour de l'aéroport, etc. pour sécuriser. On s'est rendu compte que cette intervention était disproportionnée par rapport à l'insécurité sur le terrain. Et puis, il y a eu beaucoup moins la communauté de l'aide internationale a eu un impact bien moins marqué sur les personnes déplacées. Et la plupart des gens comptaient en fait sur l'apport d'argent envoyé par des membres de la famille ou des amis à l'étranger. Et il y a des gens qui n'ont absolument pas reçu d'assistance. Alors, je vais d'abord m'intéresser à la sécurité, au maintien de la sécurité. On va parler un petit peu de ce qui s'est passé là-bas. Et je vais vous dire ce qui s'est produit au cours des 2 dernières semaines. Et je vais vous dire ce qu'on a constaté. Mon intention est de réfléchir donc sur la façon dont la preuve découlant de cette recherche auprès des foyers, voir un petit peu ce que ça a donné. Alors nous avons examiné de façon assez critique la question de la sécurité. D'abord, les dynamiques historiques et contemporaines. Je ne vais pas passer beaucoup de temps parce que finalement vous êtes quand même des spécialistes de la question, vous savez ce qui se passe. Mais voyons grosso modo quelle a été l'évolution de la situation. Deuxièmement, nous parlerons de ce qu'on pourrait baptiser de réaction de première et de seconde génération en matière de promotion de la sécurité. Donc promotion de la sécurité pour
contenir l'insécurité. Troisièmement, parlons des résultats de ce qui s'est fait. Évidemment, c'est la grande question que se posent les décideurs au sein des gouvernements. Voyons voir quelle impression cette promotion de la sécurité a eu sur les Haïtiens, sur les Haïtiens de la rue. Alors, une question, mon message va être très simple. C'est que très souvent, les acteurs internationaux que nous sommes lisons mal la situation sur le plan de la sécurité, essentiellement parce que nous n'avons pas de preuves, nous n'avons pas de données valables. Et des sondages brefs, réalisés rapidement, qui permettent de recueillir des données, peuvent nous permettre de mieux nous adapter, de mieux interpréter et donc d'obtenir de meilleurs résultats. Comme vous le savez, à Haïti, est un petit pays relativement petit. Il y a à peu près 1,5 million d'habitants. L'âge moyen, c'est 26 ans. Haïti a été frappé par un tremblement de terre le 12 janvier. L'épicentre était situé à l'extérieur de Port-au-Prince. N'oubliez pas que la population de Port-au-Prince est d'environ 900 000 personnes. Bon, on n'est pas vraiment très sûr. Parlons un petit peu des éléments historiques. Il faut voir un petit peu comment la réponse en matière de sécurité a été élaborée. Comme vous savez, on décrit Haïti comme étant un pays en déroute, défaillant, ruiné, mais pendant, disons, un siècle, c'est comme ça qu'on l'a décrit. Et il y a une nomenclature qui est prédominante dans les gouvernements, à l'OCDE, etc. Et je crois que cette situation peut expliquer l'absence d'agence. L'histoire d'Haïti est assez extraordinaire. C'est une véritable inspiration. D'abord la révolution en 1904, le fait qu'on a chassé en 1804, pardon, le fait qu'on a chassé les Français, etc. Donc les Haïtiens ne ressemblaient pas du tout à l'image qu'on se fait d'eux maintenant, mais depuis le début du XXe siècle, la situation d'Haïti s'est détériorée. Le pays a vécu plusieurs coups d'État, 20 constitutions, et chaque régime qui s'est succédé se heurte à une militarisation progressive de l'espace politique, notamment depuis le début du XXe siècle, d'abord. Encore une fois, de façon très générale, n'est-ce pas? Ces notes historiques ne se veulent pas détailler. D'abord, il y a eu les forces armées haïtiennes qui ont été créées sous l'occupation américaine entre 1919 et 1934. Puis, il y a eu la dictature Duvalier, père et fils, très brutale entre les années 50 et les années 80, avec création d'un groupe paramilitaire, les Tontons Macoutes. Ensuite, après la première élection démocratique, où a été élu Aristide, et il y a eu la création de ce qu'on a appelé les chimères, et on a vu proliférer plusieurs groupes, plusieurs bandes. C'est là où la question de la sécurité s'est posée, surtout au vu, enfin d'après ce que pensait la communauté internationale. Et après Aristide, donc il y a eu la création de la première force policière nationale, la PNH, en 2004, et il y a eu alors je crois qu'au début on espérait que cette nouvelle police internationale parviendrait à juguler le crime, à accroître la sécurité. Dans les années 90, on espérait vraiment, comme au Canada d'ailleurs, que ça irait mieux. Il y avait eu beaucoup de crimes, de violences entre
avant le taux de criminalité avait été relativement faible. On pourrait d'ailleurs se poser la question de pourquoi. Mais il y a eu l'intervention d'acteurs non réglementés. La situation politique s'est détériorée des années 90 jusqu'aux années 2000. Et ça a vraiment testé la capacité de la police nationale de régler la question de la violence par les groupes organisés. Il y a eu beaucoup de trafic d'armes, etc. Encore une fois, je ne vous donne pas de détails. Et la tension a augmenté entre le gouvernement haïtien et les pays donateurs. Il y avait d'anciens membres de l'armée qui avaient été démantibulés et qui se sont transformés en armée de rebelles. On a appelé ça également le Front d'action révolutionnaire, le phare. Ou le FAL plutôt, Front révolutionnaire de libération, qui était composé d'anciens militaires. Et on pourrait se demander qui les a financés. Mais on pourra en parler à la période des questions, si vous voulez. Et ils se sont installés au Gonaïves, à Saint-Marc, et très rapidement, ils ont pris le dessus sur la police nationale et petit à petit ils sont installés dans la capitale. Alors, 2004, après une attaque qui a réussi, la police nationale a été démantibulée, Aristide est parti et après être rentré dans Port-au-Prince, il y avait eu une libération massive de tous les prisonniers, vous vous rappelez. Donc le secteur de la sécurité avait été rebâti. C'est la sécurité numéro un, c'est la priorité numéro un, en 2004. Et la police nationale a été purgée de tous ses officiers à cette époque-là. Et à ce moment-là, quelques centaines de guerriers qui appartenaient à l'armée rebelle ont été intégrés. Et c'est là qu'a été adoptée la MINUSTA par l'ONU, avec l'appui du Québec, Brésil, la France, etc. Et 9000 casques bleus, plus des policiers ont été déployés là-bas afin d'assurer la sécurité, en améliorant donc la capacité de la police nationale, en appliquant la règle de droit, c'est-à-dire en faisant en sorte que ce soit un état de droit. Et qu'en est-il maintenant après la résurrection il y a une annonce qui a été faite que l'on allait remettre sur pied, c'est le président Martelly qui l'a dit, remettre sur pied l'armée nationale. Et cela revient, c'est un vieux débat, un débat qui traîne depuis un bon siècle. Et le recours aux forces armées pour sécuriser certains secteurs est donc un vieux débat. Voilà un petit peu ce qui s'est passé, voilà le contexte. Les gens auront peut-être d'autres interprétations, mais grosso modo, c'est comme cela qu'on a analysé la question de la sécurité. Alors, s'agissant de l'amélioration de la sécurité, ce n'est pas une préoccupation très récente sur la scène internationale, les défis non plus, la corruption, le manque de capacité, tout ça, ce sont des problèmes connus. Et la plupart des efforts déployés au cours des 15 dernières années ont eu l'objet d'augmenter la sécurité, et essentiellement dans 4 domaines, et on a insisté sur les questions de capacité. Il était question de moderniser le judiciaire, notamment la fonction de juge, de poursuivant, recrutement, formation et confirmation des membres de la police nationale, l'appui à la réforme correctionnelle et pénale, également des questions sur la lutte contre les narcotiques, les douanes. Il y a énormément de conventions de sécurité qui ont été critiquées parce que finalement on n'a eu que peu de résultats dans le temps. Alors, ce que je veux dire, c'est que nous comprenons que assez mal ce que ce genre d'intervention a pu donner. Et peu importe le débat qui se poursuit, les accusations qui se font, on ne sait quasiment pas ce que pensent les Haïtiens eux-mêmes de cette expérience.
Vers 2004-2006, on a craint que la situation ne dérape complètement et la première génération d'approche en matière de sécurité, c'est-à-dire avec un accent placé sur la police, sur les peines, etc., n'a pas forcément rapporté les retours qu'on attendait. Et il y a eu un changement de stratégie. Donc à partir de 2007, on a assisté à une augmentation des initiatives de stabilisation. C'est connu ici au Canada, et l'opération en Afghanistan, et qui pourrait être baptisée d'opération de stabilisation. Et comme on l'a dit ce matin, bon, tout ça, il y a des origines à cela. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais disons que ce qu'on veut faire, c'est lancer des activités de stabilisation multispectre, notamment au niveau de Port-au-Prince, pour calmer le jeu, pour essayer de traiter avec les différents acteurs. Et il y a donc 3 grandes approches en matière de stabilisation à Haïti. D'abord, il y a eu la démarche appliquée par les Nations Unies, le bâton et la carotte. L'approche américaine, c'était la carotte et le bâton. Et puis le Canada, le Brésil, la Norvège, en fait, c'était essentiellement de la carotte. Alors donc, c'est très intéressant. On parle de stabilisation, tout le monde parle de stabilisation, mais les applications sont différentes. Pour ce qui est de la MINUSTAH, la démarche est intéressante parce que il y a donc un maintien de la paix, ensuite il y a une action civile, d'abord projeter la force et puis deuxièmement s'intéresser aux civils. Et ça a commencé donc par des interventions très musclées, voire répressives, ciblées sur certaines zones. Il était question de travailler avec la police pour maximiser la projection de la force. Et le Conseil de sécurité de l'ONU, pour ceux qui suivent ces résolutions très ésotériques, a demandé que l'approche soit intégrée, que les Nations Unies travaillent en bloc, c'est-à-dire qu'il y ait le développement et la sécurité main dans la main. Donc la première résolution en 2004-2005 c'est réclamer le désarmement et la réintégration. Alors, le DBQ ferait une partie, le PNUD ferait une autre chose, d'autres agences feraient une autre chose. Entre 2005, 2006, 2007, le DBR est tombé en morceaux. Il ne savait pas qui viser, cibler, les modèles ne fonctionnaient pas, etc. Donc, ils ont, au ministère, changé la stratégie et ils avaient la réduction de la violence dans les collectivités. Donc, ils voulaient avoir le développement par les institutions locales à travers tout le pays et créer, en fait, des petites cellules de citoyens haïtiens et des leaders en utilisant la force par le côté militaire. Et la méthodologie, c'était pour améliorer le leadership local et réduire les gangs et en renforcer les structures civiles. Pourquoi? Ils étaient considérés réussis par les Nations Unies et semblaient donner une contribution à la sécurité. Maintenant, laissez-moi parler de l'approche américaine. Par contre, à côté, le gouvernement américain a lancé l'initiative de stabilisation haïtienne qui était centrée sur Cité Soleil. C'est un district de Port-au-Prince qui est défini par des inégalités socio-économiques, le logement terrible en plein chemin en direct chemin pour les inondations et tout. En tout cas, ils se sont concentrés sur la Cité Soleil comme la force motrice pour peut-être changer les choses. Comme on me l'a décrit publiquement, c'était une expérience. Les États-Unis allaient lancer une initiative de stabilisation haïtienne de 20 millions de dollars entre 2007 et 2009 pour voir si ça allait marcher en Haïti et peut-être dehors. Donc Haïti est devenu une espèce de cité laboratoire, c'était défense
américaine, le département de l'État. Et ce n'est à l'instar des Nations Unies qui cultivaient des institutions civiques avec la force de l'autre côté. Ils ont embauché DynCorp, qui est une petite organisation de sécurité, plus le IOM. C'est l'Organisation internationale de migration et ils ont fait des projets rapides. C'était pour gagner et convaincre les Haïtiens que c'était bon. Donc, ils lançaient pas mal d'argent dans l'économie, investissaient dans la structure locale, construire des routes et tout cela et responsabiliser les locaux d'assumer la responsabilité pour eux-mêmes. Les États-Unis, ils ne parlent pas aux terroristes publiquement. En tout cas, ils ne voulaient pas aller aux gangs. C'était une partie énoncée de leur politique, donc ils ne concentraient pas sur les gangs et encore moins de les neutraliser, c'est pour les développer l'endroit. Et c'est pour responsabiliser la Cité Soleil et ramener la police nationale et avoir une plus grande doctrine de ce côté-là. Et cette stabilisation des Américains marchait, c'était un bon modèle. Il y avait quelques problèmes, ils voulaient l'emmener ensuite à Matisson. Et peut-être la collectivité de coopération bilatérale verrait la sagesse et l'intelligence de l'approche américaine. Et puis voilà. L'étape numéro 3, c'est l'autre approche qui était fortement activée par le ministère des Affaires étrangères et le CRD et ont concentré sur renforcer les institutions judiciaires, la police, etc. Canada, Brésil ont invité dans une organisation locale ONG Vivaillon. Et ils ont promu la stabilisation collectivité dans un district Bel Air, c'est juste à côté de Cité Soleil, 80 000 habitants, histoire politique, groupement de populations différentes. Mais c'était le centre de la violence pendant le régime Aristide. Et ils voulaient créer une médiation au niveau local avec les gangs et leurs bases, reconnaissant où la légitimité existait dans ces collectivités et essayer de créer par une incitation de arbitrer et de négocier directement avec eux pour créer le développement local. C'était une idée intéressante. Il y aurait une espèce de loterie pour la paix. Chaque mois qu'il n'y avait pas d'homicide, tous les chefs qui participaient à cette loterie recevaient un petit comment ils pourraient gagner, une bourse, un vélo ou un projet de développement communautaire. Alors, à l'instar du système américain, on ne traitait pas avec les gangs, on négociait avec les gangs pour ouvrir des espaces pour l'éducation, de l'eau potable, etc., etc. Et c'était considéré comme un grand succès et les trois systèmes marchaient. C'était deuxième génération de promotion de la sécurité. Et cela a amené à quoi? Eh bien, des chercheurs regardaient, on faisait des sondages ménagers et beaucoup de ménagers pouvaient être désengagés par les sondages, mais selon les districts, on pouvait dire quelque chose de pertinent pour les tendances dans un district ou un autre. J'ai donné une interprétation simplifiée. Quand on voit la violence homicide, Haïti n'avait pas beaucoup. Je pourrais parler des taux locaux d'homicide, mais pour le Caraïbe, c'est 20-25 par 100 000. 25 personnes pour 100 000 habitants. Canada a moins de 2 par 100 000. Et Haïti, c'est entre 18 et 19. Ça baissait à 11-12, mais c'est en fait moins que la moyenne pour la région et plus haut que le Canada, mais comparé à Trinidad, Jamaïque, c'est bien inférieur. Donc on a examiné les taux d'homicide dans le district de Martisson, Grand Ravine, Cité Soleil, Bel Air. Une partie était générée avant l'étude du CRD pour voir les tendances et on voyait quelque chose d'intéressant qui se passait. Les dernières 3 colonnes là, Baron, c'est où les tendances commencent à descendre. On voit quelque chose qui se passe. Il y a une descente
descente séculaire. Je ne m'attribue cela pas cela à moi et mon ingérence, mais à Astrophysique. Et c'est un sondage aléatoire, je parle de cela, mais il y avait une baisse là. Attaque sexuelle de 25-35, ça descendait en dessous de 5. Ça, c'est une baisse de 7 fois. Perception, cela compte, comment les personnes perçoivent leur propre sécurité, à quel point c'est sérieux le problème de crime avant et après le séisme, c'est bleu avant, mais on voit la perception de crime avant et après a baissé, et c'est peut-être parce que les inquiétudes des Haïtiens, c'était pas traité de la question criminelle, mais des besoins, des nécessités. Mais c'était parlé de la sécurité qui parlait de cela. Enfin, la presse qui parlait de cela. Je suis désolé pour ceux qui sont au milieu, mais voilà le genre de crime de propriété. On voit une baisse globale des crimes rapportés et le genre qui était rapporté. En tout cas, cela variait de vandalisme en 2009, bleu clair, donc eau et etc. Donc, on voit quelle est la nature même de la violence et quelles sont nos hypothèses et assumptions dans ce domaine. Quels sont quelques-uns de ces résultats? Eh bien, de cette analyse très globale, ce qu'on voit, on voit, et je parlerai de 2009 à 2011, mais il y a eu des améliorations sécurité assez durables, même en train de se faire des soucis et tout cela, il y a eu quelques améliorations, même si on s'inquiétait dans quelques domaines clés. Et pour le mettre de façon très nette, pour des taux de la cité, c'était incidence homicide de 21 à 9 par 100 000 entre 2007 et 2009. C'est le plus bas dans le Caraïbes et c'est la moyenne globale, c'est 5. Ce n'est pas Somalie ni Canada, mais enfin, c'est à peu près mieux. Contraire à nos attentes et espoirs, il semblait qu'il y avait des améliorations de perception du public de la police nationale d'Haïti. En 2004-2005, il y avait des rapports au sujet des violations faites par la police nationale d'Haïti. On pensait que ça allait continuer, mais ce qu'on a trouvé, c'est le contraire. Il y avait augmentation de plus de confiance dans la police nationale. Ensuite, accès à améliorer des intervenants humanitaires. On a vu une grande augmentation de quelques participants clés, CICR, Médecins sans frontières, qui ont pu aller dans des districts où ils n'avaient pas pu aller il y a une dizaine d'années. Bon. Maintenant, je vais parler de ces sondages et faire un peu plus de ventilation pour qu'on puisse avoir une meilleure compréhension de toute cette question. On utilisait ces sondages pour la stabilisation. Il y a quelques publications qui sont disponibles à l'extérieur, mais j'aimerais me concentrer sur les résultats allégués et comment la sécurité est vraiment subie. Dans les sondages, il y avait ces trois, plus ce sondage qu'on vient de compléter sur ces trois sujets. Il faut voir le profil économique. On examinait la mortalité, le taux moyen de morbidité, mortalité, de décès. On voulait voir la victimisation, insécurité, des actes criminels. Il y a toute une différente série de codes qu'il faut utiliser, de systèmes de classification. Il y a des codes pour le crime et on a essayé
d'avoir des systèmes normalisés, donc la santé mentale. On a utilisé la Harmer-Triber échelle, qualité de vie, attitude vis-à-vis les prestataires de services. Je travaille pour l'Institut de armes à petit calibre et armes légères. Il y a plusieurs questions qui sont reliées à cela. On a fait un sondage pour ça, pour faire cela. Et aussi, on parlait de l'aide militaire, si c'était efficace pour atteindre le public et que les Haïtiens pouvaient avoir accès. Et ensuite, la question des remises et flux de remises avec la famine, disons, et voir comment cela pouvait empêcher la famine ou mauvaise nutrition, etc., vis-à-vis de l'aide de l'extérieur, disons. On n'essaie pas de cibler, mais ce sont de genres de questions qui sont vraiment surtout les ONG internationaux et nationaux et d'Haïti. Le sondage 2005, il y avait 1260 foyers ménagers. On fait cela par groupe, on s'est concentré sur 2009, le sondage a été agrandi pour avoir une plus grande population en dehors du Port-au-Prince. Donc on avait 1800 au Port-au-Prince et 1000 à l'extérieur. Et en 2010, on a pris le même échantillon. Et voilà le fait innovateur. On a les coordonnées spatiales là pour tout le sondage de 2009 et on a fait la même chose en 2010. Où était-il? C'est un désastre. Bien, beaucoup ont quitté, il fallait aller à Jacmel, la République dominicaine, il fallait trouver, et on demandait aux voisins où ils étaient. Donc on voulait avoir la population, échantillon de la même population, ça pourrait nous aider beaucoup au sujet du déploiement. Et il y avait plus de 1000 personnes, des camps de personnes déplacées. Parce qu'on voulait savoir un peu plus là. Et puis, on avait d'autres éléments pour avoir plus de connaissances. Le sondage de 2010, qui était appuyé par le CRDI, on avait une bonne équipe et on avait des sondages qui avaient des outils qui étaient déjà testés et éprouvés. Donc, on pouvait répéter les méthodes. C'était de différents groupements qu'on utilisait avec des échantillonnages GPS. Et on a puisé de l'OIT, USDA, sécurité alimentaire, Pearson, qualité de vie et index de la vie. Donc on a reconçu, ce n'était pas quelque chose d'inventé autour d'une table avec des universitaires, on puisait des outils normalisés de sondage. Et qui ont montré leur qualité. Donc, il y avait des diplômés de masters, y compris moi, et d'autres de l'Université de Michigan. Et nous avons fait le sondage 2010, 2-3 mois après le séisme, une cinquantaine de jours après. Donc, c'était quelque chose qui a été fait assez rapidement. Et tout récemment, le sondage de 2011, on a complété la semaine passée, donc c'était fait en septembre-octobre. Donc, on a 3 années claires avec la même population, les mêmes, pour savoir ce qui se passe. Donc, voilà quelques résultats. Je vais vraiment mettre le point sur les crimes de victimisation et attitude vers la police. Ça, je pourrais vous dire bien d'autres domaines. Mais si on parle de la sécurité de bas en haut, on a dit à quel point c'est grave le crime avant et après le séisme. Et ce qu'on voit, c'est qu'avant le séisme, on voit quelques 25% de la population, plus 75% de la population
estimé que c'était un problème grave ou très grave. Après le séisme, c'est la boîte en bas inférieure, presque la moitié qui disait que c'était un problème mineur. 18% qui disaient que c'était mineur. Mais il y avait un changement d'attitude. Et la sécurité est une question très importante là. Maintenant, le pourcentage des ménages qui faisaient rapport de crimes de propriété, on pensait que c'était important dans les camps des personnes déplacées. Et donc, cela vous donne, sur une période de temps jusqu'à 2010, le crime de propriété était un problème, était très bas avant et après le séisme. Mais ce qu'on a vu, petit changement dans le crime de propriétaire, augmentation de vol d'aliments, d'eau, d'argent, de bois. Mais il y a eu baisse, vol général et vandalisme. Mais on n'a pas vu cela après ce grand désordre et des gangs qui attaquaient. J'essaie de contrecarrer la sagesse moderne. Et ensuite, on a dit, à qui vous tournerez-vous si vous étiez volé ou menacé? Donc, pour voir comment les Haïtiens faisaient la question avant et après le séisme. Des fois, il y avait pas mal de bons niveaux en 2009 qui augmentent après le séisme en 2010. En dépit du fait que, et les personnes suivent cela de très près, en dépit du fait que la mauvaise presse, que la police nationale, même si 60% des infrastructures étaient détruites et 50 gendarmes avaient été tués. Il y avait pour une grande baisse dans la confiance des forces étrangères et des fonds diffuseurs. Vous savez, les Smurfs sont les Schtroumpfs sont tous les mêmes. Il y avait une petite baisse, subtile, d'accord, mais non, importante, je veux dire. C'est le ministère et la police. Et militaire. La population qui n'aurait pas fait rapport en 2009 le faisait en 2010. Ne le faisait pas en 2010. La population qui ne faisait rien, s'ils étaient ciblés, ferait quelque chose maintenant. Donc, ils font recours aux réseaux sociaux. Ce n'est pas tellement important, mais c'est comme un signal. Et dépendre de vos amis, votre propre réseau. Et ce sont les attentes d'une population, mais ce sont les autres choses qui le rendent encore plus intéressant. Maintenant, quand on a demandé qui serait responsable pour la sécurité, une question pure, simple et tout cela. Et il y avait presque 3000 réponses. C'est aussi important pour le déplacement, le changement entre 2009 et 2010. Cela mesure indirectement la confiance que les Haïtiens ont en la police. Il y a 3 tendances principales qu'il faut regarder là. Il y a 3 boîtes rouges. Première qui confirme que le ministre a réduit de 21% pour la sécurité à 3%. On peut interpréter cela de façon différente, mais les Haïtiens qui considèrent que le ministère est responsable pour la sécurité vis-à-vis un chiffre moindre pour 2010, il y a une croissance de confiance dans la police nationale qui disait avant 2009, il devait l'être. C'est maintenant, c'est 63%. Et troisièmement, ce qu'on avait vu, avoir recours à la communauté. Alors,
on voit plus de personnes qui font confiance. Et c'est une citade plutôt intéressante parce qu'on peut juger l'exposition des Haïtiens à leur propre police. Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de police qui réagissent ou les conditions ont changé ou quoi? Et il y avait une variation d'être exposé. Cela ne veut pas dire que plus d'Haïtiens voyaient plus de police. C'est une distribution plutôt égale, avec des proportions plus ou moins égales de la police la population qui avait vu la police dans un jour, quelques jours, dans quelques mois. Donc, l'attitude des personnes, attitude positive, tenez bien qu'ils étaient plutôt limités à l'exposition de la police. Maintenant, les criminels, des crimes, disons, qui ont perpétré ces crimes. Et c'est assez intéressant. Oui, ça va jusqu'à 2010. Il y a des tendances intéressantes. Tout d'abord, des criminels, en fait, délinquants, disons, entre guillemets, entre crimes de propriété entre 2009 et 2010. Et des voisins ou personnes inconnues qui commettaient ces crimes. Il y a 8,7 à 29,4. Pour les membres de gangs, il y a eu une augmentation en 2007-2008 et une grosse réduction des crimes attribués aux membres d'un gang. Donc, si vous avez lu le Globe and Mail, New York Times, The Citizen, c'était les gangs, les bandes qui étaient là. Mais ils ne signalaient pas cela. Ce n'était pas les bandes qui le commettaient. C'était les voisins, ou des personnes inconnues. Donc, c'est très indicatif vis-à-vis de ce que la presse faisait rapport. Après, les soldats étrangers qui étaient impliqués dans ces crimes, entre 2005 et 2007, il y avait quelques personnes de maintien de la paix. Il y avait des incursions agressives. Il y a une grande baisse qui dit, plus ou moins, un œil plus favorable de MINUSTAH. Et maintenant, puisque MINUSTAH est présent dans l'esprit de tout le monde pour l'avenir, on pousse cela. Donc, les bandes ou gangs doivent être mieux expliquées. On dit bandes ou gangs, comme vous voulez, qui sont liés ou reliés avec des jeunes qui font des actes illégaux, etc. Mais je crois qu'il faut faire une plus grande nuance ou définition de cela. Les bandes ont des définitions multiples. Il peut être chef communautaire un jour, le lendemain, on peut avoir un peu d'activité criminelle le lendemain, etc. Et pour stigmatiser toute une bande, c'est un peu trop. Donc on a posé la question. Est-ce que ces groupes armés rendaient la communauté plus sécuritaire? Et 80% étaient d'accord et accord de paix entre ces différentes bandes. On ferait plus de sécurité, il y avait plus de variations. Donc, il faut voir ce qu'une bande est et avoir une meilleure définition et explication de bande en réalité. Bon, maintenant, passons à 2010-11 pour évaluer la sécurité, ce qui se passait. J'ai parlé au début, tout cela est l'expérience que les Haïtiens avant et en 2010 et 2011. Alors, ce que je vais soumettre, ce sont des résultats provisoires par mes collègues Colby et ses collègues haïtiens, qui vient d'être complété la semaine passée et qui a eu lieu pendant le mois passé. Et ces résultats n'ont pas été pondérés, donc il faudrait faire quelques ajustements par des algorithmes et un peu de nettoyage, disons. Mais je ne crois pas que les chiffres vont changer beaucoup, donc n'oubliez pas tout ça. Même sondage, 2805 ménages.
1800 de la population générale Port-au-Prince, avec 88,4% qui ont répondu et 1005 en dehors, dans 30 camps, avec un taux de réponse de 91%. Et comme les situations précédentes, l'âge moyen c'était 26, et cela vous donne une idée générale. Il y avait 52% de femmes qui ont répondu. Bon, qu'est-ce qu'on a obtenu comme résultat? Vol, crime propriété, sauce sexuelle, tout cela sont bien plus élevés dans les camps des personnes déplacées que dans la population générale. Ce n'est peut-être pas étonnant pour vous, mais il y avait quelques préoccupations, anxiétés et tout cela dans la communauté internationale. Donc il y a un niveau plus élevé de représentation de ces incidents criminels dans ces camps que dans ces camps qui étaient spontanés mais qui sont devenus plus ou moins permanents tout autour de la capitale Port-au-Prince, mais d'une façon plus nuancée. Pour le crime de propriété, à peu près une personne sur 10 de la population générale était victime d'un tel crime, et 5 sur 10 dans les camps de personnes déplacées, 1 sur 2. Donc, ils étaient victimes de tout cela, 1 sur 10 ou 5 sur 10. Donc, vous avez 5 fois plus de possibilités d'avoir de tels crimes. Assaut physique depuis le séisme, le 1,2% de la population allègue avoir eu une attaque physique depuis cette dernière année. 15% des personnes déplacées étaient dans cette attaque. Cela vous donne une idée de niveau. Assaut sexuel. Alors, c'est important. Les taux de reportage changent selon ces soi-disant crimes. Comme vous êtes plus de proaction pour un crime, vous faites plus de rapports, etc. et expliquer. Cela change. Mais 2% de la population générale disent qu'il y a eu assaut sexuel et 22% personnes déplacées. Dit donc dans l'IDP, disent avoir été la victime d'agressions sexuelles. Voilà un petit peu les ratios, donc une victimisation bien plus accentuée dans les camps de personnes déplacées qu'ailleurs. Ça nous donne un exemple des variantes au niveau de la population dans l'expérience de crimes contre la propriété et également du type de crime en question. Alors la majorité dit avoir été victime de crimes à propriété, de vol de plus d'une certaine valeur de dollars haïtiens, donc plus de 500 dollars haïtiens. Et il y a des variations. Il peut y avoir dans les camps par exemple, l'importance des vols est moindre. Ça se comprend puisque les gens ont moins d'argent. Alors, cela vous donne un petit peu une idée des nuances à dégager de ce genre d'études. Alors, revenons-en à la question de la police nationale. Est-ce qu'on doit continuer à avoir cette tendance dans le sens d'une attitude positive de la population haïtienne envers sa police? Eh bien oui, ça se confirme. Plus de 75% de la population est d'accord ou fortement d'accord avec le fait que c'est la police qui devrait être le principal intervenant. Alors, il n'y a pas à se féliciter de cette situation, mais ça nous montre quand même qu'il y a quelque chose qui se passe. Par ailleurs, ça diminue cet avis diminue du côté des camps IDP. Si vous êtes victime d'un crime, de toute façon, votre attitude risque d'être moins positive envers la police, même au Canada, donc il ne faut pas s'en étonner. Mais ce qui est quand même le taux de confiance envers la police se maintient et c'est assez surprenant que ça reste à ce niveau-là.
Mais voilà une question controversée ici, c'est-à-dire les forces armées d'Haïti. Est-ce qu'il faudrait, je vous ai parlé un petit peu, je vous ai dit comment progressivement le secteur de la sécurité avait été militarisé. Alors, tout le monde se pose la question, est-ce qu'il faut rétablir les forces armées d'Haïti ? C'est une question qui a été posée ouvertement par le président actuel et il en est vraiment il en est beaucoup question au sein de notre gouvernement, aux Nations Unies, etc. Et quand on passe un peu de temps à Port-au-Prince, on se rend compte que 90% de la population, 96% de la population qui a été victimisée est d'accord ou est en désaccord ou fortement en désaccord avec l'idée de rétablir les forces armées. Entre 70 et 90% de la population, que ce soit la population générale ou que ce soit les personnes déplacées, sont contre l'idée de remettre sur pied les forces armées. Bon, alors évidemment, ça nous donne une idée de l'héritage qu'ont laissé les forces armées. Et c'est particulièrement convaincant, ce genre de constat, quand on songe à l'âge moyen de la population, 26,1 ans. La population est jeune. Sa pyramide est gonflée au milieu, la pyramide des âges est gonflée vers le milieu. La plupart des jeunes étaient des adolescents quand l'armée était indirectement au pouvoir. Ils n'ont pas connu, donc vraiment, ils n'ont pas d'expérience directe des forces armées. Et donc, c'est le récit oral des parents, ce qui est aussi une tradition haïtienne qui détermine leur position. Pour ceux qui ont travaillé avec la MINUSTAH, ils savent qu'on est régulièrement contesté. Il y a la presse qui est contre la MINUSTAH, qui est très critique et qui a des arguments très forts, convaincants contre la MINUSTAH. Et on voit que malgré ce pessimisme général constaté dans la presse au sujet de la MINUSTAH, et évidemment l'idée d'un retrait prochain, on se rend compte que la population en général et la population des IDP n'est pas vraiment ni d'accord, ni pas d'accord, ou ni contre plutôt l'idée que la MINUSTAH devrait partir tout de suite. Il y a... Alors, ici, on pourrait dire que effectivement, il y a une petite opinion favorable envers la MINUSTAH, mais sinon, pas question de les faire partir tout de suite. En revanche, si on fixe une date, 2014, à ce moment-là, les choses changent un petit peu. Bon, on ne voudrait pas que la MINUSTAH reste bien au-delà de 2004 en Haïti. On peut évidemment s'appuyer sur ce genre de données pour remettre en question certains des constats annoncés jusqu'à présent sur la population. Pour valider la perception que la population a, nous avons demandé si la MINUSTAH avait été responsable de l'épidémie de choléra. Là, ici, par contre, il y a il y a 80% des gens qui sont d'accord avec ça. Alors, effectivement, on aurait pu débrouiller tout ça et faire des catégories, c'est-à-dire est-ce que vraiment le gouvernement a fait ce qu'il fallait, est-ce qu'il y a d'autres qui sont responsables de ce phénomène, de cette épidémie de choléra, mais peu importe, d'une façon générale, les Haïtiens estiment que la MINUSTAH était responsable de l'épidémie de choléra.
Alors, j'aurais voulu avoir ici un tableau un petit peu plus lisible. Dans le sondage de 2011, quand même en 2009, en 2010, nous voulions voir dans quelle mesure les gens ont recours aux services particuliers de la communauté internationale. Et nous avons énoncé tous les services et essayé de déterminer dans quelle mesure les gens, que ce soit les gens directement, leurs enfants ou autres, essayent de se prévaloir de ces services. En rouge, on voit qu'il y a une partie importante de la population qui qui se sert des services, comme par exemple l'eau non traitée gratuite, l'eau traitée gratuite, les toilettes, etc. Et donc le secteur de l'aide internationale a maintenu fréquemment qu'il fallait apporter de la nourriture. Mais non. Les gens, s'en rendent compte, ne se prévalent pas de ce service-là. La formation professionnelle, ils s'en foutent. Les programmes des programmes de santé, quasiment personne ne se prévaut des soins primaires qui sont offerts. Alors ça, évidemment, malgré toutes nos bonnes intentions, malgré tous les services que l'on offre, il faudrait évidemment être un petit peu plus critique envers nous-mêmes et voir si la population se sert de ce que nous offrons ou pas. Je me demande si on va mettre ça en ligne ou pas pour voir ce qu'en pensent les gens, mais ça pourrait provoquer une discussion. Et aussi, ça nous amène à nous poser la question de la nécessité ou pas de continuer telle ou telle forme d'assistance. Alors, quelques observations techniques maintenant. D'abord, le rôle fondamental de la preuve, des données solides. Il ne faut pas être obsédé, mais il ne faut pas en faire non plus une condition à l'intervention, mais il faudrait quand même avoir des données qui vont nous permettre d'orienter nos priorités. Il n'y a rien qui puisse enfin remplacer des sondages pour aller chercher des données rapidement et de façon rentable. Cependant, en situation de crise, il faut effectivement aller chercher des données solides sur le plan scientifique et il faut également disposer d'équipes locales bien formées. Vous savez que finalement, on ne peut pas transformer du fumier en gâteau, et donc il faut avoir quand même des équipes qui soient bien formées pour aller chercher les données. Et enfin, des bases de données géolocalisées permettant des analyses longitudinales sont absolument nécessaires. Parce qu'il faut voir un petit peu ce que ça donne sur le plan, dans l'espace et dans le temps. J'ai déjà parlé de ça, mais concluons là-dessus. La sécurité à Haïti s'est améliorée depuis 2007. C'est difficile pour nous d'avaler cette situation, enfin ce constat, surtout pour ceux qui ont travaillé là-bas sur place, mais d'après les données que nous avons, il semble que la sécurité et la perception d'amélioration de sécurité soient là. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'endormir sur nos lauriers, c'est dire que le travail est fait. Évidemment, il y a un problème avec les bandes, il y a différents phénomènes qui font qu'il pourrait y avoir une recrudescence, mais quand même, la situation s'est améliorée. Deuxièmement, la stabilisation a donné lieu à certains retours positifs, à certains résultats positifs. Ensuite, évidemment, il faut qu'on redouble d'efforts pour régler la situation des camps d'IDP, surtout dans le cas des agressions sexuelles. On a constaté qu'il y avait une augmentation peut-être des signalements d'agressions sexuelles, parce qu'on a vraiment exhorté les femmes et les jeunes filles de signaler ce genre d'agression. Donc c'est vrai que comme nous avons sensibilisé les gens, on voit qu'il y a une augmentation du nombre de signalements d'agressions sexuelles. Et le dernier, je pense que le dernier point, on a été question ailleurs,
c'est qu'il faut renforcer les investissements dans la police nationale et il faut renforcer sa capacité, surtout dans le cas des relations avec la communauté. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut voir ce qu'on peut aller chercher parce que et puis cela, évidemment, s'inscrit en contradiction de l'argument voulant que l'on remette sur pied l'armée haïtienne. L'avenir des forces armées fait effectivement l'objet de certaines questions, mais il y a un risque. Il y a un risque si l'on va dans le sens d'une reconstitution de l'armée, que l'histoire se répète. Pardon. Voilà donc. Je suis prêt à répondre aux questions. Merci Robert. We'll open it up to questions. Il y a 3 micros. Si vous avez des questions, je vous en prie, allez derrière le micro. Veuillez bien vous présenter avant de poser vos questions. Donc, allez-y. Et avant ça, 2-3 choses que je tiens à rappeler. C'est intéressant de ce titre-là, la sécurité s'est améliorée depuis 2007. Alors ça, évidemment, ça vient contredire un petit peu ce qu'on pense en général, ou ça vient en fait un petit peu contredire ce qu'on pense. Mais d'un autre côté, il y a une épidémie d'agressions sexuelles à Haïti, surtout dans les camps, et il faut vraiment se pencher sur cette question. Et enfin, je dirais que des sondages comme celui dont on a parlé, des enquêtes, ça a été jugé valable par des analystes, par les pairs, qui ont jeté un regard critique là-dessus. Et ça aide à prendre les bonnes décisions et peut-être se mobiliser pour améliorer la situation sur le terrain. Alors, sans plus attendre, je cède le prochain intervenant à intervenir. Bonjour, je suis professeur à la retraite, je ne connais absolument rien à tout cela, mais 2-3 questions auxquelles j'ai pensé en vous entendant. D'abord, la modernisation du judiciaire, de la magistrature, c'est particulièrement opaque, ça, comme expression. Est-ce que ça veut dire qu'on va leur donner des écrans de télévision, des maillets électroniques par ailleurs, l'essentiel de l'argent que l'on a dit qui irait à Haïti n'a pas été versé, parce qu'il n'y a personne, il n'y a pas d'interlocuteur valable au bout du compte là-bas sur place à qui verser cet argent. No, really good points. There's only so much. C'est une excellente remarque. Écoutez, vous n'êtes sans doute pas un fanatique des présentations en PowerPoint en tant que professeur d'anglais. Évidemment, pour ce qui est de la modernisation du judiciaire, c'est une façon de veiller et de favoriser l'accès à la formation, aux derniers outils disponibles dans le milieu de la justice. Il y a des outils du côté constitutionnel qui n'ont pas été modernisés. Il y a beaucoup de conventions auquel Haïti a adhéré, et puis il faut effectivement que du côté pénal et autres, il y ait une modernisation. Cette modernisation n'a pas eu lieu essentiellement à cause de la dictature et d'autres. Donc, dans le secteur de l'aide internationale, par exemple du Canada, de la France, du Royaume-Uni, on a insisté sur le fait que l'on rédige désormais des lois qui soient davantage conformes à la norme internationale, la loi organique, par exemple, qui avait été rédigée, et il fallait la mettre à jour. L'idée de créer une école de magistrature pour former les magistrats, pour changer le personnel, ça ce sont les Français qui sont là derrière. L'idée de donner accès à certaines formes de formation à l'extérieur afin de mettre les gens, d'actualiser leurs connaissances. Alors il y a vraiment des efforts qui sont déployés afin d'améliorer, de renforcer les divers aspects de la magistrature, du judiciaire.
puis un autre aspect où il faut moderniser, c'est la question de l'aide légale et de la promotion de la justice. Il est donc question d'appliquer de nouveaux modèles qui ont été testés ailleurs. Voilà donc certains exemples. Puis il y a une question d'offre, de demande, et question d'améliorer la qualité en général de la magistrature et du judiciaire. Pour ce qui est des défis, eh bien, oui. S'agissant des milliards de dollars qui ont été promis, c'est vrai qu'ils ont été retenus parce que la commission de la reconstruction n'a pas eu de directeur, il y a eu un problème, il y a une entité qui a été créée récemment pour normalement faciliter et accélérer la reconstruction et l'administration de l'aide internationale. Et dans les cercles de l'aide, on dit que c'est une capacité, la capacité d'absorption de l'État n'est pas là. Et on se rend compte que dans toutes les situations, un afflux trop important d'argent risque d'être plus dommageable que bénéfique. Alors, on dirait que la communauté ne sait pas vraiment comment travailler avec les Haïtiens. L'idée, ça a été de faire passer l'argent par des ententes multilatéraux ou par des organismes multilatéraux, comme par exemple les agences de l'UN, qui ont des frais généraux absolument fantastiques. Et c'est pas pour m'en prendre aux agences internationales, mais ça a toujours été la façon la plus facile de faire ça, parce que les ONG, etc., à bien des égards, ne sont pas admissibles à l'argent, ne sont pas considérés comme étant admissibles aux fonds qui sont versés. Alors on dirait qu'on ne veut pas passer par d'autres solutions que par les grandes organisations. Par ailleurs, on court-circuite l'État parce que pour toutes les raisons que l'on connaît, peur de corruption, peur de pas avoir la capacité nécessaire, les organismes d'aide internationale ont la tendance à court-circuiter l'État. Et ce qui paralyse donc la mise en œuvre de services publics. D'une façon générale, les pays donateurs se retrouvent dans un certain dilemme. Ils se rendent bien compte qu'il y a des compromis à faire, mais ce qui est vraiment très difficile, c'est de prendre acte de ce qui se passe sur le terrain. Il y a un groupe qui est différent, c'est les groupes de partenariat en santé. Les ONG qui travaillent à Haïti depuis des décennies connaissent cela et qui cherchent activement à travailler avec les contreparties locales pour faire de la reconstruction. Mais le simple fait de continuer à nier et de continuer, ça va maintenir la situation que vous avez décrite. Alors nous espérons donc que nous allons pouvoir modifier cela. 2 questions que nous allons accepter. Sarah Cooper, je suis consultant en évaluation. J'ai été frappé par votre méthodologie qui est parallèle avec DRC, le Congo, pardon. Et dans quelle mesure vous avez été inspiré par l'étude qui avait été réalisée au sujet du Congo, d'autres études? Et savez-vous si quelqu'un a fait une analyse de ce genre d'études, des méthodes appliquées, et de l'évolution qu'il pourrait y avoir et de l'appui qu'il faudrait donner à ces méthodes pour qu'on rende public des évaluations? J'ai été frappé également dans l'exemple du Congo, encore une fois, c'est la difficulté au Congo. Il y a quelques agences internationales qui se sont occupées, puis ça n'a jamais fait. Les décisions qui ont été prises ne se sont jamais retrouvées aux échelons supérieurs des États concernés. Ça peut être un problème, et il y a lieu de se demander ce qu'il faudrait faire pour que les choses changent de cet égard. Carmen Soga, du ministère des Affaires étrangères, merci beaucoup pour votre excellente exposé.
Est-ce que vous pourriez nous débrouiller un petit peu comme pour nous les trois approches en matière de stabilisation? Vous nous avez donné quelques exemples, comme la loterie, mais où, selon vous, pourrait-on faire davantage d'analyse, laisser place à l'innovation et laisser place à la stabilisation? Dans quel cas est-ce que tout ça s'appliquerait? Bonne question. Je vais répondre, ou essayer de répondre à la question de Scott. Il y a effectivement eu une explosion du nombre d'enquêtes de ce genre et c'est vraiment au cours des 5 dernières années qu'on a assisté à cette augmentation. Alors, il y en a une qui a été réalisée en Irak en 2004-2005 qui avait pour objet d'étudier l'impact de l'intervention là-bas. C'est une sorte d'autopsie verbale, comme je le disais tout à l'heure. Et il était question de voir quels étaient les taux de mortalité et de morbidité qui dépassaient la référence, et ça a été publié par Roberts et Garfield dans le Lancet. Il y en avait un qui avait enseigné à l'école il y en a un qui a enseigné aux États-Unis et l'autre au Royaume-Uni. Alors donc ça a été une véritable bombe. Rumsfeld, tout ça a sauté dessus. D'abord, on a appris une excellente leçon. D'abord, la méthode. C'était partout, dans la presse. Il en a été question. On ne s'est jamais opposé au constat, je crois, qui était sur... quand on a dit qu'il y a eu plus de 140 000 victimes, morts. Ça, c'était le nombre de corps qui avait été compté. Mais c'est la méthode qui peut être critiquée. Comment est-ce qu'on peut vraiment faire un échantillon ici? Ah, vous avez surévalué ici. Dès que vous commencez à publier des données, il y a des gens qui disent, écoutez, effectivement, ça peut être faux. Les gens peuvent être critiques. Et la deuxième enquête a été encore plus controversée que la première. Et elle soulevait des questions de méthodologie. Mais elle avait été réalisée dans la rapidité. Donc, et puis il y a eu le Darfour. Le groupe de Debbie Sapir qui s'occupe du CRED, qui a fait une étude là-bas. C'était une série de méta-études sur la nutrition, et elle a évalué les taux de mortalité en général. Et je vais vous montrer le lien avec les politiques. Et ça a été utilisé pour savoir s'il y avait eu génocide ou pas. Et contrairement à l'idée Sauver le Darfour, du mouvement Sauver le Darfour, on s'est rendu compte que le nombre de décès par violence était nettement inférieur à ce qu'on aurait pu penser. Alors, voilà une autre façon dont les données peuvent alimenter le débat, un débat très progressif, très ouvert, progressiste à cet égard. Et encore une fois, Roger Garfield et d'autres se sont penchés sur les situations dans d'autres États en transition, ont appliqué la même méthode de l'autopsie verbale. Et à Haïti, on a fait la même chose. Alors il y a plusieurs chercheurs, des épidémiologistes qui se sont penchés sur ce genre de questions. Et il y a un groupe, le CRED, comme je le disais, qui est en train de faire une évaluation des différentes études réalisées jusqu'ici et de voir un petit peu quel constat il faut tirer. Pourrais vous mettre en contact avec ces gens. J'ai publié un article récemment dans le Los Angeles Times où il est question de cette question-là, c'est-à-dire le décompte du nombre de morts. D'ailleurs, Garfield, c'est lui qui a fait l'étude sur le Congo. Alors, j'ai oublié... Bon, pour ce qui est de faire passer ça dans le domaine public, effectivement, parfois c'est une bombe, ce genre de choses. Il y en a
effectivement, ça peut être une bombe. D'autres fois, on peut également dire que ça va inciter les décideurs à prendre des décisions. Alors, 2-3 analogies que je ferai. D'abord, comme John l'a dit, il est très important de faire paraître les résultats dans un journal reconnu. Il ne faut pas faire du pédantisme universitaire ici. C'est pas ça. C'est que si l'on est publié dans un bon journal, non seulement on va pouvoir améliorer son étude, mais on va pouvoir effectivement la faire connaître et peu importe, on peut aller dans le Lancet ou d'autres journaux, mais il faut le faire. Et là, effectivement, on récupère quelque chose. Par exemple, ça devient aussi une référence. Deuxièmement, il faut que les médias soient au courant. Au fil des ans, nous avons établi de bonnes relations avec le New York Times, avec différents rédacteurs. Et ce qui est important au sujet de la chute, enfin, une des bonnes choses des problèmes des médias, c'est que vous pouvez rétablir non plus les ressources nécessaires pour tout faire à zéro, donc vous pouvez leur mâcher le travail et à ce moment-là, vous serez publié. Je crois que c'est très important et les politiciens, évidemment, sont à l'écoute de ce que pense le public. Et c'est important. Les blogs, les médias sociaux, etc., ça revêt une importance croissante et donc nous sommes également très actifs sur ce plan. Enfin, j'estime que ce genre de séance est très importante, mais aussi des séances en privé. On a passé beaucoup de temps sur le Congo et autres. On a essayé d'échanger au sujet des constats avec les décideurs. Alors attention, quand vous voyez 3 gantrites, vous pouvez effectivement être méfiant, mais vous pouvez établir des contacts. Dans le cas de AIC, on a établi des contacts avec le chef de cabinet d'Hillary Clinton, et on peut arriver à faire passer ces constats d'études. Et la meilleure chose, en fait, c'est de jouer sur les 3 plans. Et nous pouvons le faire. Donc, quand vous avez ce lien, vous pouvez passer directement au journal. Et c'était des petites astuces pour essayer que cela arrive aux décideurs de politique, etc., plutôt que de faire un rapport, faire une politique et le laisser de côté. Donc, le côté vulgarisation est laissé de côté un peu. Et pour un impact sur les 3 approches, j'ai écrit un article sur cette question qui est à l'extérieur, qui est dans le Disaster Journal et aussi dans le John Holmes et à New York. Cela a été distribué aux Nations Unies. Donc on a fait 2-3 choses avec cela et c'est intéressant. Ce sont les programmes multiples de stabilisation et j'ai regardé le programme de stabilisation d'Haïti. J'ai regardé autre, mais laissez-moi juste parler de quelques innovations que j'ai cru entrevoir là. Côté Organisation des Nations Unies, ce qu'ils ont trouvé, c'était plutôt innovateur. Ils ont essayé de créer des procédés civiques qui avaient plusieurs leaders composés de pas un seul leader, un chef, un leader, qui prenait les décisions au nom des Nations Unies pour les priorités, ce qu'il fallait avoir pour la stabilisation, les projets à être financés, et une méthodologie de participation, y compris pour le budget, pour allouer les ressources nécessaires. Et il fallait tout créer. Cela n'est pas sorti du vide, disons. Donc, c'est pas quelque chose qui est sorti qu'on allait retenir notre souffle en espérant que cela marche, mais c'était un véhicule qui a été créé. Et ils l'ont regardé à une vision à long terme pour examiner. Et c'est une méthodologie plutôt intéressante et
Et ils ont pu avoir 2 ou 3 cellules au pays et ils sont allés de l'avant sans publicité, ça marchait très bien. Et la personne responsable, c'est un monsieur qui s'appelle William Gardner, il était avec TKPO et il pourrait vous raconter bien plus, il est plutôt intéressant comme personne. Pour le système américain, le côté américain, c'était tout intéressant. Le gouvernement américain a commencé à entamer il y a quelques années, il y a 2 ans, un programme de stabilisation, mais c'est bien plus compliqué, très varié dans ses intérêts que les nôtres ici au Canada. Mais ce qu'ils ont fait, ils ont commencé à investir dans ces activités de stabilisation à travers le monde. Et une des choses intéressantes des Américains, ils sont allés en Haïti avec des intérêts partagés. En plus de leur grand portefeuille, ils voulaient tester cette méthodologie. Alors, ce qu'ils ont fait, ce n'était pas stabilisation pour des stabilisations et que cela importait en Haïti. C'était pour voir si cette stabilisation pouvait être utilisée ailleurs. C'est-à-dire si on pouvait innover de ces, disons, endroits urbains, si on pouvait, dans un pays sud-américain, centra-américain ou ailleurs, on pouvait appliquer cette méthodologie. Et ce qu'ils ont fait, c'est bien, mais ils ont investi beaucoup. Ils ont un système de contrôle très solide qu'ils avaient testé avec Youssef et d'autres. Et il y a un aspect très militaire de ce processus, cette procédure au programme pour le contrôler. Mais ça, c'était l'objectif principal, je crois. L'investissement au départ, créer des points de repère, l'évaluer, tout, etc., et l'utiliser plutôt qu'avoir le contrôle et l'évaluation à la fin ou des sondages ad hoc. Et c'était plutôt intéressant. On espérait que les personnes allaient accepter un programme de 20 millions de dollars dans un district que cela allait marcher. Et ça, c'était, n'est-ce pas, vraiment important. Les programmes les plus intéressants, c'était les programmes avec aide directe de Norvège et Canada et un peu d'aide de Brésil. Et ça s'appelait Viva Rio. Très innovateur. Viva Rio a été invité en Haïti. C'est un grand programme avec 1000 personnels et il travaille dans plus de 1000 favelas au Brésil. Il montera avec les gangs des programmes d'instruction, nouveaux systèmes d'éducation, de soins de santé dans les favelas, etc. En 2007, les Nations Unies ont essayé de voir comment surmonter ce problème de la violence et je travaillais au ministère et on a téléphoné le directeur Viva Rio et on a invité le directeur Ruben César et instantanément il est tombé amoureux de cela, de Port-au-Prince et tout cela. Et il est sociologue aussi, donc ils ont établi un petit programme et ça a évolué et c'est Viva Rio est un des plus grands ONG en Haïti et ils font 2 ou 3 choses. Il y a ces accords de paix ou médiation entre groupes. C'est une technologie qu'ils ont expérimentée à Rio. Donc, ils ont pris l'expérience du Sud pour coopération avec le Sud et aussi un système de gestion des déchets intégré. Aussi, en Haïti, si vous avez besoin de vous excuser, entre guillemets, que 20% ont de l'eau dans canalisation. Donc, il y a des latrines communautaires. Donc, vous pouvez imaginer aisément à quel point que l'hygiène et
les eaux sales deviennent un problème. Donc, les personnes arrivent entre 2 heures à 6 heures du matin le matin, ils ramassent tout cela et ils le sortent avec le camion. Vous donnez 5-10 gourdes pour avoir accès à la toilette, à ces latrines, et c'est enlevé de la nuit. Il y a un camion, quelqu'un qui vient pelleter tout ça et le met dans un camion. Et ça va quelque part à l'extérieur de la ville. Ce qu'ils ont fait au Favel et maintenant au Port-au-Prince, ils prennent tous ces déchets. Et pur. Et j'ai regardé pas ce soir. L'excrément pur et pas impur, et vous le mettez dans une grande citerne, vous comprimez le gaz, cela sort comme méthane. Le méthane va pour les cuire les ménages pour qu'on n'ait pas besoin de le bois, parce qu'il n'y a pas de bois, tout le monde coupe le bois là-bas. Donc le déchet devient méthane et c'est pour des cuisinière communautaire. Et deuxième chose, ce produit de déchets, le mettre dans un système de filtre et c'est une aquaculture dans le prochain étang. Troisième étang, parce que l'aquaculture, il y a beaucoup de protéines et ils font pousser des poissons tilapia. Donc c'est un système intégré, centre Bel-Air au milieu des taudis. Et ils essaient de répliquer ce genre de modèle. Et comme vous pouvez aisément l'imaginer, il y a beaucoup de main-d'œuvre, mais ça marche. Ensuite, il y a des systèmes de recyclage et il y a un centre communautaire pour la réutilisation des déchets de façon créative et de la vendre, collection des vidanges de bouteilles, etc. Et c'est plutôt intéressant. Et il y a la musique, hip-hop et tout cela. L'avantage du système brésilien pour être utilisé en Haïti, cette sensibilité avec la réalité qui est très connue chez eux. Et que la culture est importante, la musique est importante, les connexions personnelles sont importantes. Donc, il y a pas mal d'investissements dans ce qu'on penserait sur des choses qu'on considérait superflues, redondantes, disons, un peu carnaval, etc. est très, très important pour forger son propre identité, etc. Et ce qui était innovateur avec ces inventions, dans ce que je viens de vous signaler, ce n'était pas pour faire la sécurité, ce n'était pas l'objectif primordial. Les autres étaient, mais ils voulaient l'eau potable, travailler avec femmes, enfants, etc. Mais ils se rendaient compte. Mais ils devaient s'occuper de la sécurité si on voulait s'occuper du reste. Et ils n'avaient pas à la disposition avec le ministère. Et des États-Unis, ils ont leur propre système de sécurité, de garde de corps, etc. Vous pouvez être en cité-soleil, cela n'aide pas beaucoup pour les relations communautaires. Il faut créer quelque chose de légitime, il fallait travailler avec ces gens. Et ça offre une approche tout à fait différente qui est plus difficile pour les autres à utiliser Dieu, nature, nos organisations, les groupes avec qui on travaille et les grandes organisations ont beaucoup de difficultés avec une approche tellement organique, vraiment sur main. Donc, sud-sud de relations, c'est meilleur. Autre question? Oui. Merci pour votre présentation. Je suis Katia Carrezoloca de l'ACDI. Les fonctionnaires ou la fonction publique, services publics, sont plutôt limités au Port-au-Prince. Comment ce serait différent si vous avez eu l'occasion de gérer tout le territoire en toute Haïti? Oui, une autre question? Oui. Oui. Je m'appelle Dennis McKnight à Royal Fishing Canada et c'est une question qui est liée aux services sociaux. Je trouvais le graphe plutôt intéressant. Des personnes qui n'avaient pas accès aux soins de santé, etc. Et comme vous savez, il y a eu pas mal d'interventions de plusieurs organisations et je me demande s'il y a plus d'informations qui pourraient nous aider. Pourquoi
Il y a tellement d'entraves et barrières, on a tellement dépensé tellement d'argent pour ces services essentiels. Pourquoi est-ce que le peuple n'a pas accès à cela? Merci. Voilà. Bon, des réponses très courtes à ces deux questions. Les deux questions sont très utiles. Et il y avait un élément national. Oui, on se concentrait. En tout cas, le sondage 2004 avait, 2009 avait un composant national. Pour vous donner les réponses spécifiques, oui, il y a des variations entre urbain et rural. La concentration de ressources était essentiellement du côté urbain, disons. La concentration des systèmes multilatéraux et bilatéraux cela a été à une distribution démographique où il faut peut-être prêter plus d'attention aux régions rurales. Mais il faudrait que je vous donne le document qui fait la ventilation rurale et urbaine. Pourquoi il y a un accès limité à ces services? Et pourquoi est-ce qu'il y a quelques services qui sont fournis plus que d'autres? Probablement, il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, cela est dû à la légitimité à certains fournisseurs, prestataires de ces services. Les Haïtiens le voient comme des personnes douteuses ou organisations douteuses. Ou d'autres, il y a des allégations de personnes qui ont utilisé des services spécifiques de certains fournisseurs internationaux ou des gangs ou bandes essayer de contrôler l'accès à certaines ressources. Non, mais écoutez, la réalité est que une grande partie de la population pense qu'ils n'ont pas l'accès ou ne reçoivent pas le service directement et ils ne relient pas ceux qui reçoivent avec les prestataires qui sont actuellement là. Donc, il y a ce sentiment, il y a certaines organisations qui fournissent ces services par des partenaires locaux. Il y a une espèce de différenciation entre le fournisseur international et le récipiendaire, disons. Donc, il le donne, donc il attribue à l'intermédiaire, l'homme ou l'organisation. Oui, c'est tout à fait une question tout à fait valable, mais on n'est pas tellement sûr pourquoi il y a une telle variation entre certains services et d'autres. Et en dernière analyse, il y a quelques questions qui restent comme cela. Donc, il y a d'autres questions qui restent à être répondues. Donc, d'autres chercheurs doivent répondre. Merci beaucoup, Robert. Ce qui serait utile, c'est quand est-ce que ce sondage 2011 sera finalisé et comment est-ce qu'on peut voir cela. Ça va être finalisé d'ici une quinzaine. Et il y a des grands développements qui vont se passer fin novembre. On aimerait que le résultat sorte et que cela coïncide avec le sondage et les annonces pour les forces armées, des résolutions de la Conseil de sécurité des Nations Unies pour le ministère, comment vous pouvez influencer les décideurs à temps pour appuyer et soutenir certains résultats. Donc, on examine avoir quelque chose d'accéléré avec le journal répétable et on va produire de résultats discrets pour différentes collectivités. C'est-à-dire, c'est une chose pour avoir dans le journal académique, mais aussi pour que cela puisse être dans un langage commun et peut-être on pourrait mieux faire cela. Donc on va prendre des petits éléments à gauche et à droite et on va le faire et publier à d'autres personnes pour traiter des questions des différents services qui sont disponibles. Le grand effet des sondages, et cela va être
aussi longtemps qu'on a des sondages, il y a une quantité énorme de sondages, de données, je veux dire. Ce que je vous ai montré, c'est le 0,05 de ce qu'un sondage peut vous démontrer. Et un des grands défis, c'est on ne peut pas puiser toute l'information qui est dans un sondage. Donc, on aimerait passer un peu de temps de trouver encore plus de résultats. Et ce qu'on aimerait faire avec CRD et d'autres étudiants en maîtrise ou doctorat pour pouvoir puiser et regarder l'information et peut-être le produire localement. Pour moi, c'est une très chose pour produire ou reproduire cette information. Mais on aimerait avoir une capacité pour les Haïtiens et nos collègues pour le publier. Donc, c'est un véritable défi. On se déplace toujours au sondage le plus grand suivant. Mais peut-être on n'obtient pas autant d'informations qu'on aimerait. Et c'est une autre frontière qu'on aimerait explorer. Alors, est-ce qu'on peut remercier Rob?